Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire sur l'aménagement d'un local de transformation alimentaire, Produire plus et produire mieux, qui va se dérouler jusqu'à 13h30, donc 1h30. Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas, Louisette Rougeau, directrice du réseau Agri-Conseil Laurentide depuis maintenant 12 ans. Et je suis accompagnée de Stéphane Coulombe, entre autres. Vous allez voir aussi nos invités. Mais je suis accompagnée de Stéphane Coulombe, qui est conseiller en transformation alimentaire depuis 14 ans au bureau régional du MAPAC qui se situe à Blainville. Bonjour. Bonjour Stéphane. Au programme, dans le fond, on va parler beaucoup aujourd'hui là, de la transformation alimentaire, bien sûr, mais dans un contexte où nous désirons passer d'une production de la cuisine domestique, là, donc une cuisine à la maison, à une production plus importante pour produire plus et produire mieux. Nous allons aborder différents sujets, dont les aides financières, bien sûr, offertes par le réseau Agri-Conseil Laurentide et l'accès aux conseillers. Ensuite, les différents aspects à considérer pour aménager adéquatement un local de transformation alimentaire. Aussi des aspects généraux de la réglementation. Souvent, les gens se posent des questions par rapport au permis qu'il faut avoir. Et un point très important qui va vraiment interpeller nos deux conférenciers principaux, qui sont des conseillers du réseau Agri-Conseil. Ils vont parler des pièges à éviter et des exemples à ne pas reproduire en matière d'aménagement de cuisine. Notez que la rencontre va se passer sous forme de questions-réponses entre nos intervenants et nous n'irons pas en détail dans les réponses parce que ça prendrait pas mal plus que 1h30. Vous les voyez à l'écran, puis je ne les ai pas nommés encore. Je vais les présenter tout à l'heure. Mais nous avons avec nous Nadine Hébert, que vous voyez en médaillon, qui est de Groupe Élémentaire, qui est une conseillère en transformation alimentaire. Et Gilles Laroche, qui est aussi avec nous, qui est un conseiller aussi des réseaux Agri-Conseil, qui est consultant lui aussi dans le domaine de la transformation alimentaire, mais dans l'esprit d'optimiser la production de produits transformés. Je vais passer tout de suite à la présentation du réseau Agri-Conseil Laurentide. Donc, vous la voyez à l'écran. Des bons conseillers pour vous aider, c'est un petit peu mon slogan pour, dans le fond, vous présenter les services du réseau Agri-Conseil, mais aussi de nos 600 conseillers à travers le Québec dans différents domaines. Donc, je vais vous présenter rapidement les services du réseau. En fait, on a différents mandats. On est 13 réseaux à travers le Québec. On donne des subventions pour avoir accès à des conseillers comme ceux que vous allez voir aujourd'hui, à condition que vous avez votre numéro d'identification ministérielle, ce qu'on appelle le NIM du MAPAC. Et nos subventions varient entre 50 et 75 pour avoir accès à ces conseillers-là. Je réfère à ces conseillers. Donc, si vous m'appelez, vous m'écrivez par courriel, je vais pouvoir vous référer des conseillers. On a aussi un répertoire sur notre site web où vous pouvez trouver vous-même aussi vos conseillers sur le site des réseaux Agri-Conseil. Et on couvre les déplacements, autant les petits déplacements que les grands. Si vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est conseiller, mais qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, c'est le seul conseiller qu'on a vraiment compétent dans les bleuets, bien, on va le faire venir chez vous, puis on va payer les déplacements. Les types de services conseils en agro-environnement, donc ça, c'est plus pour les producteurs agricoles, mais je sais que parmi vous, il y en a qui font aussi de la transformation, mais on a des conseillers en agro-environnement pour tout ce qui touche la protection de l'eau, de l'air et du sol. Il y a un paquet de services là-dedans. Régie des élevages, c'est des conseils par des conseillers agronomes dans les élevages vraiment particuliers. Là, on n'est plus en 1950 avec un agronome qui sait tout, donc c'est très spécialisé, souvent des gens avec des maîtrises. Donc, dans toutes les productions animales, on a des conseillers. En régie des cultures, autant en serre, en champ, la même chose, autant pour des plantes ornementales que pour des maraîchers, fruitiers. Ça fait partie de la régie des cultures.
Ensuite, nous avons la gestion technico-économique et financière. Ça, ce sont des conseillers en gestion, c'est des agronomes, mais qui sont capables de vous conseiller pas mal mieux qu'un comptable parce que c'est des gens qui ont justement une grande connaissance de l'agriculture. Ils ont fait un bac en agronomie, mais spécialisé en gestion. Donc, autant vous aider à faire un budget, vous aider à faire un plan d'affaires, un plan de redressement des fois. Et dans le cas des transformateurs artisans, ce sont des conseillers spécialisés dans tout ce qui concerne la commercialisation, analyse de coûts de revient pour vos produits, le branding, comme on va appeler, avoir un site web. Donc, il y a différents conseillers là-dedans. Transformation alimentaire, bien, vous en avez deux aujourd'hui avec vous, mais on a des conseils dans toutes sortes de choses. Nadine Hébert, entre autres, pour vous inventer une recette, pour vous donner un exemple. En agrotourisme, si vous voulez inviter les gens qui puissent venir chez vous, des fois, c'est aménager une boutique, aménager un kiosque et, comme je mentionnais tantôt, commercialisation, mais aussi les outils de communication. Pour la transformation, comme je le mentionnais, bien, j'ai mis des petits logos pour m'aider à tout vous dire, tellement qu'il y a de services. Bien, entre autres, justement, inventer une recette, améliorer une recette, faire qu'elle se garde plus longtemps, que le produit a une date de péremption qui est plus loin dans le temps. Tout le procédé de fabrication, l'aménagement de la cuisine, on va parler beaucoup de ça aujourd'hui. L'entreposage, s'assurer d'avoir des normes, de respecter des normes de salubrité aussi. Des fois, vous allez avoir des certifications que vous allez vouloir, il y a des cahiers de charges. S'assurer d'avoir une bonne rentabilité. Mon petit schéma avec la flèche puis les sous en bas à gauche, là, c'est le nerf de la guerre. Là. Si ça ne dégage pas un profit important, ben des fois, ça ne vaut pas la peine. Puis des fois, c'est un produit qui se démarque, puis les autres, moins, ben c'est des choix à faire et les conseillers sont là pour ça. Tout ce qui est livraison, mais aussi avoir un courtier, est-ce que c'est une bonne idée plutôt que de vendre vous-même? Comment rentrer à l'épicerie? Comment vendre dans une épicerie fine? Est-ce que vous voulez vendre directement au client avec une boutique? Fait qu'il y a plein de conseils reliés à tous ces choix-là. Et finalement, bien sûr, là, au niveau des médias sociaux, ce qui est mon dernier petit icône en bas à droite, là, s'assurer que vos médias sociaux, votre site web, ce soit opérationnel, fonctionnel et optimal. Dans le fond, ce que je fais, comme je disais tantôt, je réponds beaucoup au téléphone, mais pour faire des référencements vers nos professionnels. C'est une relation de confiance qui s'installe avec votre conseiller. Et oui, normalement, les gens gardent leur conseiller là, au moins une dizaine d'années. Là, ça a été analysé au Québec. Donc, dans le fond, j'identifie vos besoins. Je vous réfère vers les bons conseillers. S'il y en a plusieurs, bien, vous avez plusieurs noms, donc plusieurs choix. J'encourage à appeler plusieurs personnes pour vous faire une tête avant de choisir votre conseiller. J'informe sur les subventions, enveloppe entre 30 000 et 40 000 sur 5 ans. Et on a un seul numéro de téléphone. Si vous venez de l'extérieur des Laurentides, ben, inquiétez-vous pas. Avec notre numéro général, qui est d'ailleurs sur notre site web, vous allez pouvoir rejoindre le directeur du réseau AgriConseil de votre région. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation de nos conseillers, un petit peu plus en détail que ce que je vous ai dit tantôt. Donc, je commence par Nadine Hébert. Nadine est une conseillère que je connais depuis plusieurs années. Son entreprise s'appelle Groupe Élémentaire. C'est elle-même qui est la personne consultante pour Groupe Élémentaire. Et qu'est-ce qu'elle offre? Un ensemble de services et de conseils techniques pour l'industrie agroalimentaire. Conseils qu'elle a elle-même élaborés, créés en tant que scientifique en transformation alimentaire. Elle a été formée à l'Université Laval et elle a un diplôme en gestion des HEC. Elle a une expérience pratique de plus de 25 ans dans les milieux industriels, notamment en recherche et développement, qualité, réglementation et vente technique. Elle a participé activement à la gestion de projets tels que des lancements de produits alimentaires, l'implantation de systèmes de qualité, l'aménagement de laboratoires et d'espaces de travail en usines alimentaires.
Je lui ai demandé pourquoi qu'elle a choisi ce domaine-là, parce que c'est pas tout le monde qui va dans le domaine de la transformation. Et elle m'a répondu que sa curiosité à découvrir les mystères de la caramilk l'a amené très jeune à développer son intérêt pour la science. Pour ceux qui se rappellent de l'annonce publicitaire de la caramilk, ça a toujours été un mystère. Son défi est maintenant de mettre à profit sa créativité, sa passion pour la santé et la gastronomie et sa connaissance des aspects réglementaires, bien sûr, pour accompagner personnellement les entrepreneurs de l'industrie alimentaire, comme vous autres, en partageant son savoir et son expérience. Quant à Gilles Laroche, qui est notre deuxième conférencier, Gilles a un profil différent. Chaque conseiller a ses connaissances et son expérience. Donc, Gilles Laroche est un consultant au parcours unique dans l'industrie de l'alimentation depuis maintenant 19 ans. Il est titulaire d'une formation en comptabilité. Ça peut nous sembler bizarre, mais vous allez voir le lien tout à l'heure. Il a commencé sa carrière comme comptable à l'Hôtel Méridien de Montréal avant de devenir directeur des achats. C'est dans ce rôle qu'il a découvert sa passion pour l'industrie alimentaire. Il a travaillé dans toutes les sphères de cette industrie et a animé de nombreuses conférences à travers la province. Gilles met aujourd'hui plus de 40 ans de savoir-faire au service de sa clientèle, dont 19 ans où il a été consultant. Sa spécialité réside évidemment, puisqu'il est encore actif, dans l'analyse des coûts de revient. On comprend pourquoi en tant que formation en comptabilité. Il accompagne également les entreprises, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'optimisation de leur production et la rédaction même de leur plan d'affaires. Sa motivation est simple. Il affirme souvent qu'il ne travaille plus depuis 19 ans, mais plutôt qu'il s'amuse avec vous autres. Sans plus tarder, nous allons passer à notre première question. Et dans le fond, je vous la pose à vous. On va la poser, bien sûr, à nos conseillers. Donc, j'ai besoin de voir la question. On voit la question à l'écran, là. Une usine de transformation, est-ce que c'est vrai ou faux? Une usine de transformation peut être installée dans le garage double d'un particulier. On vous laisse quelques secondes pour y penser. Et vous allez avoir Stéphane Coulombe qui va pouvoir répondre à la question. Donc, vrai ou faux, une usine de transformation peut être installée dans le garage double d'un particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Stéphane? Alors, on peut dire que c'est vrai, mais disons avec des nuances tout de même. Donc, il faut conserver à l'esprit que chaque entreprise, chaque projet a ses propres spécificités. Alors, d'où l'importance de discuter avec nous de vos projets avant de faire des actions ou des investissements là, pour une bonne compréhension. À la base, de façon générale, il y a deux possibilités d'aménagement lorsque on réalise des activités de transformation alimentaire à la maison. Alors, la première possibilité, c'est qu'on peut produire dans notre cuisine domestique. Donc, que vous soyez dans votre appartement au troisième étage ou dans votre maison, on peut utiliser notre cuisine. Dans un cas comme ça, cependant, on a une première obligation qui est d'avoir une production de 100 kg par mois maximum de produits finis et les aliments ne peuvent pas être vendus en gros. Donc, on ne peut pas vendre à un restaurant, des dépanneurs, des épiceries, qui sont des entités qui vont revendre vos produits. Alors, on peut vendre seulement directement aux consommateurs, comme par exemple en marché public, sur une plateforme de vente Internet, un kiosque à la ferme ou carrément chez soi. Il y a une deuxième possibilité, si on désire toujours demeurer à la maison et ne plus avoir la contrainte de vendre uniquement directement aux consommateurs, et ou si on désire produire plus de 100 kg de produits finis par mois, on doit alors avoir un local qui va être dédié à nos activités de transformation alimentaire. Alors souvent, les gens vont transformer carrément une chambre au sous-sol ou effectivement une partie ou la totalité du garage, par exemple. Alors, cette façon de faire, par contre, ne peut pas s'appliquer là, normalement aux produits qui incorporent des produits carnés, comme des viandes, donc qui incorporent des produits laitiers ou leurs succédanés, ou encore des produits marins qui, eux,
nécessitent des permis de vente en gros, si vous faites de la vente en gros, qui sont des permis qui sont quand même beaucoup plus exigeants là, en termes d'installation de production. Alors, il y a une seule autorité qui est habilitée là, pour déterminer avec vous si votre entreprise a besoin ou non d'un permis pour vos opérations au Québec. C'est notre service des permis que vous pouvez joindre là, par téléphone ou par courriel, que je vais vous signifier dans le clavardage à l'instant. Je vais vous mettre aussi leurs coordonnées là, à l'écran à la fin de la présentation. Stéphane, moi, je lèverai la main. Est-ce que je peux? J'aurais une question pour toi. Certainement. Je n'ai pas voulu l'attendre à la fin. Premièrement, bonjour tout le monde. Vraiment content de voir que vous participez à ce webinaire. Ça nous fait plaisir de pouvoir vous informer là-dessus. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce qu'une fois que tu as ces permis-là, mettons le permis de vente en gros, etc., est-ce qu'on peut vendre à l'extérieur du Québec? Alors, en vertu du règlement sur la salubrité des aliments du Canada, il y a certaines entreprises, pour ne pas dire pratiquement toutes les entreprises alimentaires, doivent détenir une licence de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments pour la vente hors de leur province. Alors, le cas échéant, la licence pour la salubrité des aliments au Canada va exiger de l'entreprise de mettre en place un plan de contrôle préventif dans l'entreprise et un système de traçabilité aussi. Merci, ça nous est clair. Dans le fond, informez-vous pour être sûr. Hein? C'est un petit peu ça, là, que oui, dans certaines situations, vous n'avez pas besoin là, nécessairement d'avoir autre chose que votre garage. Là, dans certaines situations, ça peut faire la job, comme on dit. La prochaine question, je l'adresse à Nadine et j'aimerais que la question reste quelque temps à l'écran, Stéphane, mais qu'aussi ensuite on puisse voir Nadine, ça serait vraiment bien. Donc, la question, Nadine, qu'est-ce qui peut justifier d'avoir à déménager dans un local de transformation? Quels sont les éléments déclencheurs? Ça me fait plaisir de répondre. C'est souvent ce qui motive des gens à nous contacter, c'est qu'ils veulent finalement transférer dans une autre installation. Donc, ça arrive souvent que les gens sont plus capables d'opérer dans leur cuisine, dans le garage double ou le sous-sol. Il y a plein de raisons pour ça. Je vais pas les énumérer, mais chacun a sa propre réalité. Donc, on accompagne pour pouvoir transférer dans une autre installation. Ça peut être, par exemple, difficile de recevoir des livraisons ou d'expédier des denrées à partir d'une résidence. On sait que, bon, on n'a pas nécessairement de quai de chargement chez soi et il arrive qu'il y a des livreurs de compagnies de livraison qui n'acceptent pas des adresses résidentielles. Donc, ils ne font pas la livraison de colis de grosseur importante. Là. Donc, à ce moment-là, il faut revoir où est-ce qu'on va faire livrer et recevoir la marchandise. Il y a bien sûr, pour des raisons de salubrité alimentaire, c'est probablement la raison la plus importante qui demande à ce qu'on revoie finalement les installations au niveau des matériaux de fabrication, là, justement de l'environnement, des conditions de salubrité alimentaire, que ce soit, par exemple, que les installations ne sont pas équipées, par exemple, avec des conditions qui puissent assurer que le produit soit manipulé dans des meilleures dispositions. Donc, il faut peut-être ajouter, exemple, à notre portfolio, des nouvelles, des spécifications qui seraient plus exigeantes, c'est-à-dire qu'on veut commencer à produire certains produits qui demandent des équipements plus importants, des opérations de lavage plus intensifs, des matières premières qui nécessitent un petit peu plus d'espace au niveau de l'entreposage, ou bien, par exemple, comme le disait Stéphane, on commence à produire peut-être des produits de viande, des produits marins ou des produits laitiers. Donc, ça demande à ce qu'on revoie nos installations. C'est possible aussi qu'on souhaite produire plus de volume, donc on est parti d'une petite installation avec un petit
une petite demande au niveau de nos consommateurs et que finalement, ça prend de l'ampleur, les réglementations changent, le système économique change, donc on demande plus de produits du Québec et donc on produit plus de volume à ce moment-là et on doit reviser nos installations. On a besoin d'équipements qui occupent plus d'espace. Comme je le disais, ça arrive qu'on doive changer complètement notre façon de faire. On a trouvé d'autres manières de procéder, donc on voudrait s'outiller autrement. Donc, c'est des raisons comme ça qui peuvent justifier de changer de local de transformation. Il y a aussi le besoin d'espace d'entreposage conséquent, sec ou réfrigéré, qui demande beaucoup plus de place. C'est une raison de déménager. Un client qui vous demande des critères qualité, comme parlait Nadine, qui ne peuvent être atteints dans vos installations actuelles, comme par exemple faire un audit, devoir faire un audit pour vendre à des plus gros clients. Des fois, c'est obligatoire. Vous avez obtenu une opportunité aidant à votre croissance financière. Vous avez comme de l'argent qui est arrivé puis que ça vous permet de grandir, tant mieux. Vous avez des nouvelles occasions qui se présentent dans le marché, le partage peut-être avec une autre entreprise ou prendre une reprise d'une autre entreprise ou autre. Vous voulez fournir un espace, vous devez fournir un espace plus approprié à vos ressources humaines, exemple une petite cuisinette ou des bureaux. Et souvent, mais des fois, c'était déjà dans le plan de croissance de votre entreprise. Merci Gilles. Nous sommes rendus à un deuxième vrai ou faux. Donc, ceux qui sont pour vrai, levez-vous debout, et ceux qui pensent que c'est faux, restez assis. C'est juste une joke pour vous faire bouger si ça vous tente. Et le vrai ou faux s'adresse à Stéphane. Sur les lieux de transformation, seulement une personne doit avoir une attestation en hygiène et salubrité des aliments, attestation qui est délivrée par le MAPAC. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, disons que c'est vrai. Alors, de façon générale, lorsqu'on réalise une activité de transformation alimentaire, le MAPAC exige une formation obligatoire portant sur l'hygiène et la salubrité des aliments. Et disons qu'habituellement, au moins une personne sur place pendant les opérations doit avoir reçu cette attestation. Alors, l'information est disponible sur le site Internet du MAPAC, à la section formation obligatoire en hygiène et salubrité. Et je vais vous le montrer à l'écran tout à l'heure. Moi, je peux rajouter aussi, Stéphane, que la liste des formateurs accrédités sont sur le site web du MAPAC. Et en passant, c'est une formation qui se donne en ligne, entre 6 et 16 heures, tout dépendant de vos besoins. Exact. Merci Gilles. J'ai une question pour Nadine. Si le but est de produire mieux, comment pouvons-nous y arriver? De produire mieux, ça peut vouloir dire aussi d'instaurer de nouvelles façons de penser sa production. Donc, ça peut être de questionner le procédé de fabrication. Est-ce qu'on fait les choses de manière efficace? Gilles et moi, on est amenés dans certaines circonstances où on a revu les processus, on a l'expérience du plancher, c'est-à-dire qu'on voit plusieurs modèles d'affaires, plusieurs modèles de fabrication. Et donc, ça arrive qu'on amène les gens à se repositionner par rapport à la façon dont ils font les choses. Et c'est souvent très constructif. On peut revoir les flux de circulation, les flux de production, planifier aussi l'instauration d'un système qualité. Tout ça, ça va amener à se structurer. Je vais en parler un petit peu plus tard. Reformuler certains produits, par exemple, pour gérer moins de matières premières, pour, par exemple, diminuer la quantité de fournisseurs avec qui on fait affaire. Ça peut aider à vraiment produire mieux, de façon plus efficace. Il peut arriver qu'on rationalise les produits qu'on manufacture et puis, ou par exemple, optimiser ceux qu'on veut créer de façon à repenser la manière dont on travaille finalement. Il peut arriver qu'on repense l'emballage des produits. Il y a eu des subventions qui se sont données là-dessus l'année passée, entre autres, pour amener les gens à penser plus en fonction de l'éco-emballage. Porter attention aux aspects de sécurité et de santé au travail, c'est très, très important.
Mais finalement, c'est finalement de questionner complètement la façon dont on procède, puis être conscient de l'importance du processus de travail et puis des outils de gestion qu'on utilise, parce qu'il y a toujours de l'évolution dans les outils. Il faut en être conscient, puis il faut aller chercher finalement la façon d'optimiser tous nos opérations. Merci Nadine, tu nous as donné beaucoup d'éléments, mais si tu peux nous donner un exemple concret, ce serait quoi? Ben, je reviens sur le système qualité, c'est mon dada. Donc, c'est un système qualité, ça a pour but d'assurer l'innocuité d'un produit alimentaire pour le consommateur. Hein. C'est toujours la raison. C'est lui qui va consommer notre produit. Donc, on veut vraiment pouvoir faire un système qui va respecter la réglementation qui l'encadre. Par contre, c'est un processus qui demande beaucoup de réflexion sur l'entièreté du procédé de fabrication, sur les conditions environnantes. Et ça fait en sorte, finalement, de nous amener à réfléchir sur la façon dont on fait les choses, puis ça structure nos informations. Ça nous amène à valider des méthodes du quotidien. Le mot dit, c'est un système. Donc, on est amené à regarder tout ce qu'on fait, le rédiger dans des mots et réaliser combien ça aide à notre façon d'organiser le travail en usine. Ça apporte souvent des étonnements sur la gestion de notre entreprise. On peut savoir, par exemple, on peut s'apercevoir qu'on met, par exemple, 20% des produits qui sont à l'origine de 80% des remises en fabrication ou des plaintes des clients. De couper certains produits qui sortent du cadre de notre fabrication, qui sont un petit peu étrangers à l'ensemble de notre production. Peut-être que c'est difficile à maintenir, peut-être que c'est injustifié de le faire, que ce soit pour une question de qualité ou d'un ordre opérationnel. Ça peut être finalement une solution de rationalisation qui apporte beaucoup de clarté dans ce qu'on fait puis ce qu'on veut être comme entreprise. Donc, il faut vraiment être vigilant et être ouvert à des nouvelles façons de faire puis de s'organiser. Merci Nadine. Gilles, est-ce qu'on doit absolument construire ou aménager un local neuf pour opérer un autre espace que la maison? Y a-t-il d'autres options qu'aménager un local neuf, ce qui peut coûter quand même pas mal cher, là? Non, il n'y a pas d'autre option. Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options. Souvent, on va voir des clients qui vont louer un local qui est déjà aménagé. C'est plutôt rare, ça existe, mais c'est plutôt rare. Comme par exemple, moi, j'ai un client qui est rentré dans la compagnie, c'est une cuisine X qui a dû déménager compte tenu de son volume et le local est devenu disponible et il était tout équipé, évidemment. Fait que c'était parfait comme transfert. Louer un local et faire des améliorations locatives, ça se fait aussi. Par contre, il ne faut pas oublier que la première chose qu'il faut penser dans un local loué ou acheté, c'est de prévoir des drains. Ça, je le vois souvent, les compagnies qui ont loué un local très grand, puis que finalement, il y a un drain à côté de la porte de garage, puis il faut qu'ils cassent le ciment pour installer leur équipement, les lavabos, la plonge, etc. Alors, c'est peut-être la première chose à regarder. Moi, j'ai un client qui avait loué le local, c'était fait, il était tout content, il me disait, j'ai mon bail, viens voir ça, puis il y avait un drain sur le bord de la porte de garage. Le local avait 45 pieds par 30 pieds, fait que c'est à 45 pieds plus loin qu'il fallait qu'il fasse des drains. Fait il l'a fait. Chanceux, le propriétaire a accepté, mais des fois, le propriétaire n'accepterait même pas que tu casses le ciment. Alors, c'est vraiment, vraiment important, la première chose à faire. Les améliorations locatives, on parle de murs, tout dépendant des produits que vous avez, mais des murs en vinyle, etc. C'est toujours possible. Il y en a qui me disent des fois qu'ils veulent partager un restaurant, les heures d'ouverture avec un autre ou avec un traiteur. Le problème dans ce cas-là, c'est que au niveau du permis, il faut que les installations soient déjà prévues pour un C1 qu'on appelle pour un permis de vente en gros, que souvent les restaurants traiteurs n'ont pas. Le permis restaurant traiteur te permet de vendre au consommateur, à la personne qui va le consommer. Alors, il faut faire attention à ça. Et s'installer dans ce qui est vraiment intéressant, il y en a plusieurs au Québec, mais par contre, la manufacture à Sainte-Agathe, c'est un incubateur qui vous permet d'avoir votre propre usine à l'intérieur de l'édifice. Puis les avantages, par contre, vous partagez les espaces communs, comme réception, cuisine, comme par exemple la manufacture, ils ont deux cuisines, une cuisine C1, une cuisine régulière.
une salle de réception, un réceptionniste, etc., avec un local déjà aménagé pour votre transformation alimentaire. Fait que ça, c'est vraiment une option qui est intéressante, qui vous permet de faire la recherche-développement aussi, etc., mais qui, vous ne pouvez pas être là pendant des années. Là. Souvent, c'est entre 2 et 5 ans, tout dépendant des emplacements. Merci beaucoup, Gilles. Nous sommes rendus au troisième vrai ou faux, donc préparez-vous à vous lever ou à rester assis. On se lève si vous pensez que c'est vrai, puis sinon, ben, regarde, profitez-en pour prendre une gorgée d'eau. Avant d'emménager dans un local de production, vrai ou faux, est-ce qu'il faut d'abord communiquer avec la municipalité? Stéphane, je t'inviterais à ouvrir ta caméra. Ah, vous ne me voyez pas? On voit le vrai ou faux. OK, alors la réponse, c'est vrai. Alors, dès qu'on a en vue un lieu physique pour notre production, je préconise là, que la première démarche à faire dans un projet, c'est de contacter notre hôtel de ville. Parce qu'en effet, il y a diverses réglementations municipales qui vont s'appliquer à votre lieu de production, comme la sécurité incendie ou d'autres réglementations d'urbanisme. Alors, une municipalité peut notamment là, adopter des règlements en matière d'environnement, de salubrité, de nuisances, de sécurité, sous réserve de la compatibilité de ce règlement-là avec les lois ou règlements là, du gouvernement du Québec. Donc, chaque ville applique sa propre réglementation en plus de mettre en œuvre d'autres réglementations. Alors ça signifie qu'un projet peut tout à fait être permis dans une ville, mais ne pas l'être dans une autre. Moi, j'ai un exemple que je peux partager, c'est que j'ai un client qui avait prévu construire un local de 4500 pieds carrés. C'est un plan ECA. Et le plan d'architecte était fait. Moi, j'avais tout placé les équipements à l'intérieur, etc. Et quand c'est présenté à la ville, mais ils l'ont pas autorisé parce que c'était maximum 2000 pieds carrés. Alors, le projet a dû être abandonné après avoir, évidemment, ça a coûté cher. Hein, c'est des frais qu'il a payés, puis finalement, ça n'a pas ouvert du tout. Là. Alors, c'est vraiment important, comme le dit Stéphane, de voir avec la municipalité. Souvent, c'est le zonage qui ne vous permet pas d'avoir une usine tout simplement dans ce coin-là, à l'endroit où vous êtes. J'ai un client, moi, qui avait tout construit, tout était fait, puis le zonage ne le permettait pas, l'installation d'une usine dans ce coin-là. Par contre, il a été chanceux, il a réussi à avoir une dérogation, mais ça aurait pu coûter très, 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 très cher. J'en ai un autre qui a installé un conteneur dans sa cour parce qu'il voulait plus, parce que c'était dans la maison, il était dans son garage et il avait besoin d'emplacement pour tout ce qui est emballage. Il l'a mis dans sa cour. Finalement, la ville a dit, tu n'as pas le droit, mais ils ont laissé un sursis de 6 mois pour pouvoir trouver une place et déménager. Alors, il faut vraiment s'informer avec votre municipalité, comme dit Stéphane. C'est vraiment important. Merci, Gilles. C'est vraiment intéressant. C'est le fun parce que tu arrives avec des cas concrets que tu as vus, toi. Nadine, une autre question pour toi. Si un client vient te voir et dit, moi, j'aimerais ça produire plus, qu'est-ce que tu pourrais lui suggérer comme solution, là? Bien, on a vu comment produire mieux. Là, produire plus, ça serait de favoriser l'instauration de nouvelles façons d'opérer maintenant. On a pensé autrement, maintenant on veut opérer autrement. C'est-à-dire qu'on veut vérifier son processus d'approvisionnement en matières premières. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça arrive des fois par exemple, on s'équipait de matières premières chez Costco au début, chez Farinex, pour ne pas le nommer, parce qu'il y a plusieurs matières premières diverses là, dans ces stocks. Et peut-être au dépanneur du coin, ça arrive, croyez-moi, à l'épicerie. Donc là, on veut peut-être rassembler tout ça et puis optimiser finalement le flot de matières premières, c'est-à-dire qu'on va peut-être favoriser de rassembler les achats chez un même fournisseur, d'aller voir des fournisseurs qui ont peut-être des critères qualité un petit peu plus élevés, justement, que, par exemple, d'autres qui ne seraient pas reconnus au niveau de certaines normes de qualité ou qui ne seraient pas équipés, par exemple, avec des fiches techniques pour chacune des matières premières et tout ça. Donc, je fais peur là, avec les épiceries puis les dépanneurs, mais ça, ce sont vraiment des manières d'approvisionnement d'appoint qu'on décourage éventuellement quand on veut vraiment faire ça sérieusement. Donc, ça arrive que justement qu'on migre chez un même fournisseur ou qu'on réduise le nombre de fournisseurs pour que ça soit plus
efficace en bout de ligne. Établir le coût de revient des produits pour être conscient des coûts opérationnels. Ça, c'est le dada de mon ami Gilles. Donc, c'est très intéressant de vérifier combien vous coûte éventuellement chacune des unités que vous produisez. On ignore parfois certains coûts opérationnels, dont son propre salaire comme entrepreneur, qui fait en sorte qu'éventuellement, il y a une fluctuation, puis qu'on n'est pas nécessairement au courant des marges de manœuvre qu'on peut avoir dans le courant de nos opérations au niveau, par exemple, s'il y a des fluctuations de coûts de matières premières, est-ce que jusqu'à où ça peut mettre en jeu mon rendement et tout le revenu que je vais faire avec mon entreprise en bout de ligne. Optimiser le temps de production, est-ce que c'est possible, par exemple, d'automatiser certaines opérations pour, malheureusement, réduire la nécessité d'avoir à employer certaines personnes parce que, bon, justement, on a de la difficulté à gérer des ressources humaines ou il y a peut-être des opérations qui sont un petit peu plus dangereuses, qui présentent des tâches répétitives qui finalement nécessitent de reviser et de penser peut-être à s'automatiser. On sait qu'au Québec, on donne un petit peu plus d'efforts là-dessus pour se démarquer à l'international, pour essayer de gérer le manque de ressources humaines. Donc, c'est important d'optimiser justement le temps de production et de s'ouvrir à d'autres façons de faire, comme je le disais auparavant. Il y a aussi de bien préparer la mise à l'échelle de la production. La mise à l'échelle, c'est-à-dire qu'on passe d'un petit volume à un plus grand volume de production. Souvent, cette mise à l'échelle-là, si elle n'est pas bien pensée, pourrait entraîner des pertes de produits importantes. Donc, on veut vraiment minimiser ces pertes-là et de faire ça de façon, encore une fois, réfléchie. On peut repenser son portfolio de produits, c'est-à-dire tous les produits qu'on fabrique et de miser sur les meilleurs produits, ceux qui vendent bien, ceux qu'on est capable de faire de façon bien encadrée et dans des bonnes dispositions de qualité. Voilà. Gilles. Excuse-moi, oui. J'aurais 2 points à rajouter. Oui, vas-y. Ben, tu as fini ton petit bout? J'avais fini, mais j'allais m'adresser à toi. OK, c'est bon. Je voulais juste dire qu'à propos du coût de revient, moi, ce que je vois beaucoup dans le marché, c'est quand je demande aux clients, bon, que ça se vend, mettons, l'exemple au détail, à 6,99, comment est-ce que tu as calculé ce coût-là? Et souvent, la réponse que j'ai, ben, c'est le prix que ça se vend. Alors, c'est vraiment pas la façon de faire parce que peut-être que votre production elle est plus efficace qu'un autre, vous pouvez vendre un peu moins cher, ou maintenant vous devez vendre plus cher et sans pas faire de l'argent, et c'est là que ça peut devenir difficile. Alors, c'est vraiment important, le coût de revient. Moi, c'est tout le temps la première chose qu'on fait dans une entreprise. Quand je leur demande combien ça leur coûte, souvent, ils ont des informations, mais c'est pas complet. Alors, Nadine, tu voulais me parler? Moi, merci d'avoir précisé ça parce que le coût de revient, c'est ton implication dans l'industrie. Moi, je ne le fais pas de mon côté. Mais ce sur quoi on est amené souvent à travailler conjointement, parce qu'on travaille aussi de façon individuelle, on a souvent des exemples d'optimisation de production, justement, dont je parlais tantôt. Est-ce que tu peux nous illustrer là, une activité que tu as vue qui nécessitait, par exemple, de reviser le processus de fabrication pour arriver à produire plus? Oui, c'est arrivé avec un client, ça arrive avec d'autres, mais celui-là en particulier, c'est un produit, je ne dirais pas c'est quoi évidemment, mais c'est un produit liquide qui va dans une bouteille avec un bouchon. La meilleure façon de faire, c'est d'analyser la capacité de production ou l'efficacité de production à chaque secteur de production dans la chaîne. C'est-à-dire, ce client-là, par exemple, monter les recettes toutes prêtes à être emballées, à être allées dans les bouteilles, on réussissait à faire 30 caisses à l'heure. On parle de 30 caisses avec 12 bouteilles, par exemple. Après ça, la remplisseuse qui fonctionne là, à air et à piston, elle pouvait fonctionner à 90 caisses à l'heure. Ça allait super bien. Ensuite, la catégorie de mettre les bouchons et de mettre la sleeve là, sur le goulot pour sceller tout ça, on roulait à 15 caisses à l'heure. Et l'emballage et l'empaquetage, de mettre l'étiquetage et l'empaquetage, de mettre dans les caisses, c'était 45 caisses à l'heure. Alors, ce qu'on a évalué assez facilement, c'est que
goulot d'étranglement qui se trouve dans la section des bouchons. Alors, en investissant seulement quelques centaines de dollars, pas beaucoup, là, quelques centaines de dollars, on a réussi à monter cette catégorie-là à 30 caisses à l'heure. Fait que, fallait s'y penser, là, quelques centaines de dollars et vous venez de doubler votre capacité de production. Fait que c'est quand même un exercice qui est vraiment important à faire. Et ensuite, quand on est rendu là, OK, les recettes, c'est 30, l'empaquetage, c'est 45. Bon, on essaie de monter les deux 30 à 45, ainsi de suite. Si on peut aller jusqu'à 90, c'est extraordinaire, là, mais c'est une façon de faire, d'y aller vraiment par secteur. Ça répond à ta question, Nadine? Donc, il fallait changer de la bouchonneuse. Non, c'est pas la changer, c'est juste que c'est assez artisanal. Il y a un système, c'est super simple, c'est juste une drill. C'est une drill qui pend du plafond, attachée au plafond, et il y a comme un genre de petit rond caoutchouté arrondi, qui fait que quand tu mets le bouchon, au lieu de le verser, c'est long de tourner un bouchon à la main, là. C'est dur, ça prend les gants, puis à la longue, il peut y avoir des tendinites. Alors, c'était vissé avec cette drill-là. Et pour chauffer la sleeve, je ne sais plus comment on dit en français, là, mais tu sais, pour sceller tout ça. Comment? Un manchon. Un manchon, bon, mais pour le chauffer, c'est avec un gun à chaleur. Puis un gun à chaleur, mais c'était, tu sais, il prenait sa bouteille dans sa main, le gun à chaleur, comme ça. C'est pas long, c'est peut-être 4, 5, 6 secondes. Mais on a installé ça sur la table, où il travaillait avec pas trois, mais 4 plutôt guns à chaleur installés fixes. Il faisait juste passer la bouteille à l'intérieur entre les deux et ça faisait le travail. Fait qu'on venait d'éliminer beaucoup de manutention pour se rendre à 30 caisses à l'heure. Fait qu'imaginez, là, une drill puis trois autres guns à chaleur et ça a fait le travail. C'est fun, tu as vraiment trouvé une solution là, pour optimiser la chaîne de production. Je pense qu'on appelle ça comme ça. Oui, mais je vais dire une chose, Louisette, j'en ai vu beaucoup. Puis même, tu sais, j'ai été acheteur longtemps, puis moi, je suis très, très curieux. Fait que je voulais voir les productions, comment ça marche, comment est-ce qu'on fait du savon, comment est-ce qu'on fait de l'argenterie. Tu sais, l'hôtellerie, tu achètes de tout, hein. Fait que, puis la nourriture, j'ai visité toutes les Maple Leaf, les Olymel, dans les toutes, je les ai toutes visitées parce que j'étais curieux de voir comment ça se fait. Fait que j'en ai vu beaucoup. Puis ça, j'ai vu ça, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai vu dans une autre usine, que c'est ça qu'il y avait comme équipement. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait que c'est très facile. Et une autre chose que je peux rajouter pendant qu'on en parle, pour faire les recettes, souvent, ils vont prendre, je sais pas moi, le produit, la poudre ou la farine, mettre sur une balance, ils en mettent, ils en rajoutent, ils en mettent, ils en rajoutent. OK, c'est beau. Mais ce qu'on a fait dans une autre entreprise, c'est qu'on a pris tous des petits plats en plastique et on a coupé exactement l'exacto, la quantité nécessaire. Alors là, la recette, c'était 4 fois ce pot-là, 2 fois celui-là, 1 fois celui-là. Tout était compté, tout était égal. Il y a plein de façons qui coûtent pas cher pour optimiser la production. Fun! Ça veut dire que ton expérience vraiment paye. Tu sais, c'est ça, dans le fond, que les clients payent quand ils font affaire à toi, là, c'est d'avoir cette expérience-là qui fait que tu es capable de trouver des solutions, des façons de faire que eux autres, ils ne voient plus parce qu'ils sont collés sur l'arbre et non sur la forêt, là. Ouais. Et c'est ça, dans le fond, la force des conseillers des réseaux Agri-Conseil, c'est d'avoir des gens d'expérience. Il n'y a personne qui sort de l'université puis qui devient conseiller en transformation alimentaire ou dans un autre domaine. On demande une formation universitaire obligatoire, plus de l'expérience dans le domaine. Il y a une formation dans le domaine aussi, là. Donc, c'est des gens vraiment experts. Puis quand vous les consultez, ben, vous pouvez avoir confiance là, que ça va être payant puis ça va bien aller. J'aurais une question, vrai ou faux encore, pour vous autres. Et là, ceux qui ont bien suivi vont sans doute être capables de bien comprendre la réponse de Stéphane Coulombe, notre expert du MAPAC en transformation alimentaire. Le vrai ou faux, c'est le même permis est requis pour la vente en gros de produits de viande et la vente en gros de muffins. Donc, est-ce que c'est le même permis qu'on a besoin, là, qui est obligatoire pour la vente pas de grosse viande, de la vente en gros de produits de viande, puis de la vente en gros de muffins. Ça peut être des gros muffins, soit tu t'en parles, soit tu t'en passes. Stéphane, je t'invite à répondre et à ouvrir ta caméra, s'il te plaît. Alors, Louisette, c'est une comique parce qu'elle nous pose une question piège à différents niveaux ici, là. Ben oui, on dort. Alors, l'affirmation... Pas pour toi, il n'y a pas de question piège pour toi. L'affirmation est donc fausse. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des permis différents qui existent.
Alors, la nature de vos produits, des ingrédients que vous utilisez, votre lieu de fabrication, la façon que vous faites votre commercialisation ont tous des incidences là, sur les permis applicables et les exigences réglementaires. Alors, si vous faites uniquement de la vente en gros, donc que vous vendez à d'autres entreprises, outre votre formation obligatoire en hygiène et salubrité, vous n'aurez pas besoin de permis du MAPAC pour la vente en gros de muffins au Québec. Par contre, au risque de me répéter, si vous faites de la vente en gros de produits qui incorporent des produits de viande, des produits laitiers, des produits marins, on a vu qu'il y a des permis de vente en gros spécifiques pour ces différentes catégories-là. C'est beau. Moi, j'aurais une question. Si on n'a pas besoin de permis pour vendre des muffins en gros, est-ce qu'on peut vendre quand même en Ontario, par exemple? Est-ce que ça prend une licence quand même de l'ACIA, l'Agence canadienne des inspections des aliments? Oui, tout à fait. Ça prend une licence. Alors, c'est une exigence fédérale pour toutes les entreprises canadiennes qui répondent aux critères de licence, qui désirent vendre là, hors de leur province, que ce soit pour faire de la vente interprovinciale ou ailleurs dans le monde. Merci. C'est de ça qu'on parle quand on parle des tarifs, hein, de faire sauter certains critères comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Écoutez, on n'est pas dans les tarifs ici. Non, non, je sais bien, là, mais ça se questionne la commercialisation entre les provinces. En tout cas, je laisse ma question entre parenthèses. J'ai une question pour... oui, excuse. Oui, mais c'est ça, c'est dans le fond, c'est une exigence là, qui est faite au niveau de toutes les entreprises canadiennes. Donc, ça s'applique là, de façon tout à fait égale là, d'une province à l'autre là, auprès des entreprises. Donc, c'est pas une barrière là, en tant que telle. Là. OK, puis ça se fait bien probablement. Là. J'ai une 5e question, et là, c'est pour Nadine et Gilles. Dans votre pratique, vous devez avoir vu beaucoup de cas. Pourriez-vous nous donner des exemples dans la préparation ou dans l'aménagement d'espace qui ont causé des soucis aux entrepreneurs avec qui vous avez travaillé? Bien sûr, on est dans la confidentialité. Hein, vos clients qui ont mis différentes erreurs, ça reste confidentiel. Hein, vous avez le devoir de confidentialité, mais pourriez-vous nous donner des exemples généraux là, que vous avez vus chez des clients puis que ça a vraiment causé des problèmes? Là? OK, Nadine, on va y aller par un après l'autre, OK? Un après l'autre. Malheureusement, c'est souvent... Pardon? C'est toi qui commences, puis on y va en alternance, que je voulais dire. Oui. OK, vas-y. J'allais dire que malheureusement, c'est souvent par les erreurs qu'on apprend. Ouais. On souhaite toujours qu'il n'y en ait pas qui se fassent, mais éventuellement, les activités de transformation, ça occasionne beaucoup d'étapes de ressources. Donc, ça arrive qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement et qu'il y a des erreurs qui se fassent. Notamment, j'en ai vu autant dans le résidentiel parce que je suis une fille d'architecte, j'ai entendu parler de plein d'histoires, mais je l'ai vu en plus dans la production manufacturière, c'est de ne pas, par exemple, lorsqu'on fait une construction, un nouvel aménagement d'un local, de ne pas avoir simulé l'ouverture et la fermeture des portes et des tiroirs. Ça semble complètement absurde, mais croyez-moi, ça fait toute une différence lorsqu'on a une porte qui s'ouvre à l'envers sur le local de production qui crée un obstacle pour le passage des gens ou des chariots, qu'on n'a pas pensé à vérifier si l'ouverture des tiroirs est bloquée par justement une autre division, donc division physique. Là. Donc, c'est anodin, mais c'est vraiment important de le faire. Ouais. Excusez, moi, pour revenir avec les drains, c'est quelque chose que je parle souvent. Oublier d'avoir des drains installés. La seule chose que je veux rajouter, c'est qu'il y en a qui m'ont demandé déjà, je suis mis un lavabo, parce qu'amener de l'eau, c'est facile. C'est pas un problème, c'est des hausses, mais pour le drain, quand tu es loin d'un égout dans ton installation, ça va pas bien. Alors, il y en a qui m'ont demandé, je vous donne l'information, est-ce qu'on peut avoir un contenant sous le lavabo, compte tenu qu'on fait juste se laver les mains et qu'on pourrait le vider à tous les soirs? Mais je vous le dis tout de suite, c'est non conforme selon les normes du MAPAC.
Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous installez des lavabos, puis vous pouvez avoir accès à un drain, ne serait-ce qu'à je ne sais pas combien de pieds, mais c'est toujours possible d'avoir la tuyauterie apparente. Ce n'est pas nécessaire d'avoir des tuyaux qui rentrent dans le plancher tout de suite. Ça peut suivre le mur avec la pente de 2 là, qui est recommandée pour se rendre dans un drain. Fait que c'est des coûts un peu moins si c'est possible de le faire. Puisque tu as parlé de lavage de main, je précise aussi au passage qu'il y a des températures d'eau aussi qui sont à observer auprès des règlements. Là, ce n'est pas nécessairement que de l'eau froide qu'il faut avoir pour le lavage de main. Il faut s'assurer qu'on est capable de livrer de l'eau chaude dans nos installations. Tout à fait raison. J'ai vu aussi, par exemple, lorsqu'on s'équipe à l'international, souvent en France, en Italie ou en Allemagne, ce sont des appareils qui arrivent avec une certaine capacité électrique. Il ne faut pas oublier de dire à son électricien de convertir cette charge-là, cette capacité-là, parce qu'on ne sera pas capable d'utiliser l'appareil ou on va faire des surcharges électriques dans notre usine et c'est un petit peu plate de s'en rendre compte à la fin puis faire redéplacer un électricien. Ça a l'air encore anodin, je vous le dis, quand vous allez entendre nos exemples, vous allez vous dire, ben voyons donc, ça se peut pas. Mais oui, ça existe et puis ça existe souvent à la dernière minute quand on pense qu'on est tout prêt puis il faut refaire notre installation. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, c'est d'éviter tous ces ennuis-là à la dernière minute. Et pour suivre ce que tu dis, Nadine, il y a des équipements qui demandent de l'électricité 3 phases, qu'on appelle. 3 phases, c'est beaucoup plus puissant. Ça coûte très cher à installer. S'il n'y a pas de 3 phases dans votre région, Hydro-Québec va prendre beaucoup de temps pour y aller. Et souvent, c'est vous qui va payer l'installation si le 3 phases ne passe pas devant votre usine. Alors, c'est vraiment important quand tu dis de voir l'équipement, si c'est ce que ça prend. Une autre chose, c'est de sous-estimer l'espace requis pour opérer un chariot élévateur. Moi, je l'ai vu, le gars, il achète un chariot élévateur. Je ne devrais pas dire le gars, ça peut être une femme aussi. Il a acheté un chariot élévateur et qui ne passait pas dans une porte où il voulait passer. Fait qu'il a fallu défaire les murs, etc. Fait que ça aussi, les chariots élévateurs, il y en a toutes les grandeurs. Il y en a un qui n'était même pas capable de tourner avec tellement que c'était pas assez large. Fait que c'est pas évident. Tu installes des étagères, les grosses étagères en métal bleu, là, puis ton élévateur, il n'est pas capable de tourner pour aller placer la palette. Fait que c'est vraiment des choses à prévoir. Puis ensuite aussi, l'entreposage, souvent, tu vas avoir besoin d'un entreposage séparé, par exemple, pour les produits en quarantaine, l'allergène, le cachère, etc. Alors là, l'entreposage doit être vérifié pour les produits chimiques et les produits de nettoyage. Fait que ça, souvent, c'est pas fait, puis il faut le faire, évidemment. Alors ça, c'était de sous-estimer l'espace requis. Maintenant, il ne faut pas non plus sous-estimer les coûts de main-d'œuvre et de matériaux. Lors des améliorations locatives, on en a parlé, quand on arrive dans un nouveau local, on veut peut-être aménager de façon différente ou on veut construire un nouveau local. Malheureusement, actuellement, surtout, on le connaît, le contexte économique est changeant. Les prix, on l'a vu au niveau de la pandémie, les prix ont fluctué grandement et donc ça a vraiment influencé le budget disponible pour les entrepreneurs pour faire ces réalisations-là. Donc, il faut toujours se garder une marge de manœuvre au cas où il y aurait une modification là, dans le système économique et politique, ou en tout cas le macroéconomique. Donc, je vais te laisser, Gilles, de parler des ressources humaines maintenant. OK. Il y en a aussi qui oublient de prendre. Si on prend par exemple un C1, ce qu'on appelle avec un permis de vente en gros, ça prend obligatoirement un espace pour les employés. L'espace physique des employés, c'est une salle de repos, une cuisinette, une toilette, ça prend une toilette évidemment, un vestiaire, une salle de formation si c'est nécessaire et un local pour les premiers soins. Les employés ne sont jamais autorisés à manger dans l'usine, quel que soit l'endroit, ils n'ont pas le droit. Et vous ne devez pas non plus, vous ne pouvez pas avoir une toilette. Donc, la porte donne directement dans l'usine. Il faut que ce soit dans un espace ailleurs pour qu'ensuite il y ait une entrée dans l'usine. Alors, ça, souvent, ce n'est pas fait. Et quand vient le temps de regarder les plans de l'usine puis voir où, installer une toilette, c'est pas rien, là, mais ça prend des drains là aussi. Ça prend je sais que ça se tient avec les drains, là, mais ça arrive souvent que ça prend une toilette puis on ne sait pas où l'installer, fait qu'on ne peut pas l'installer. Moi, j'en ai vu un que la toilette la donnait dans l'usine puis il a fallu arrêter ça, changer ça différemment. Là.
J'ai parlé des systèmes qualité. C'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur en manufacturier, en agroalimentaire, de connaître la réglementation qui est applicable à notre milieu. La même façon que comme citoyen, on doit connaître les règles citoyennes de comportement. C'est bien de savoir la réglementation, mais c'est aussi, par exemple, si on a un système qualité, d'avoir des écrits qui reflètent vraiment ce qu'on met en pratique et vice-versa. Donc, ça arrive que je vois des super beaux systèmes écrits, mais quand on demande, tel qu'un inspecteur pourrait le demander, décris-moi maintenant la façon dont tu fais les choses, souvent, on s'aperçoit que l'histoire du livre ne correspond pas vraiment à la réalité. Donc, ça, c'est malheureux. Ça peut entraîner là, des commentaires des inspecteurs puis d'avoir à reviser son système qualité. Donc, il faut juste être vraiment au courant de ce qu'on fait et ce que tout le monde fait dans son entreprise et puis l'écrire et le faire comme c'est dû dans le cadre réglementaire. Un autre cas que j'ai vécu aussi, c'est de ne pas avoir anticipé de devoir ségréguer les opérations qui entraînent des contaminations croisées, comme par exemple sur les allergènes, le sans gluten ou avec gluten, selon les types de produits. J'ai un client moi, qui est dans la pizza et là, il veut faire la pizza sans gluten. Parfait, puis elle est très bonne. D'ailleurs, j'ai goûté. Mais il faut penser que dans un C1, si tu vas avoir du sans gluten avec du gluten, mais l'endroit de faire le sans gluten, c'est comme une usine dans une usine. Tout est à part. Même les sarraux, il faut qu'ils soient de différentes couleurs. Il ne faut jamais que tu les vois les deux ensemble, etc. Fait que c'est à prévoir. Ça, on le voit des fois qu'ils font du sans gluten dans un coin. Non. Le sans gluten, on sait bien que la farine, c'est très, très, très volatile. Alors, il faut que ce soit vraiment un espace fermé, autant pour la réception, marchandises, l'expédition, etc. Hey, Gilles, y a-t-il quelqu'un qui check ça? C'est-à-dire? D'aller voir justement si c'est un endroit, une partie à part, l'usine Oui, dans l'usine pour le absolument. gluten. Ah, ben oui, c'est sûr, l'argent. Il y a des inspecteurs qui passent, Oh, un qui inspecteur, checkent ça, là. Ouais. Oui. De toute façon, Du MAPAC, là. Oui, c'est un inspecteur du MAPAC. Il y en a 4 au Québec qui se partagent le Québec, là, mais ils font bien ça. Ils viennent voir l'emplacement. De toute façon, pour avoir un permis, il faut qu'il y ait un genre de schéma de l'usine, où sont les équipements, quels sont les équipements, etc. Le procédé aussi, c'est de telle place à telle place. Si c'est un local de cuisson, tu t'en vas dans un local de transformation alimentaire, de transformation puis emballage. Mais ça, c'est à 10 degrés. Évidemment, la cuisson, non. Mais quand tu t'en vas dans ton local de 10 degrés, il faut que tu te laves les mains. Il y a un petit lavabo qui est là. Puis à l'inverse, c'est la même chose. Puis un exemple, je peux donner très simple. Quelqu'un qui a une boucherie, il peut avoir un hachoir dans son frigidaire, dans son walk-in. Mais dans un C1, il faut qu'il soit dans la salle de préparation. Tu ne peux pas l'avoir dans un walk-in. C'est toutes des choses que j'ai vues. Ça fait 19 ans, hein, fait que j'en ai vu beaucoup. Fait que c'est vraiment de prévoir tous ces produits-là. C'est pour ça qu'idéalement, c'est de faire affaire avec des consultants qui connaissent ça là, avant d'entamer des coûts. Et souvent, la meilleure façon de faire, c'est de tout présenter ça au MAPAC quand on fait la demande de permis pour que le plan, si on peut dire, le plan ou le schéma soit accepté. Et après ça, quand ils viennent visiter, il faut que ce soit exactement comme ils ont vu sur le plan. Il ne faut pas que ce soit qu'il y ait une porte qui soit ailleurs ou que finalement, là, c'est plus de la cuisson, c'est d'autres choses. Il faut vraiment que ce soit exactement comme sur le schéma qui a été présenté. Ça ressemble un peu à un laboratoire, hein? Quasiment. Moi, je n'avais pas pensé. Oui, mais c'est des emplacements différents. Tu sais, comme tu disais tantôt, ça prend des employés, il faut qu'ils soient à part. La toilette, il faut qu'elle soit à part. Quand tu rentres, c'est un petit lavabo là aussi. Puis en plus, avec le sans gluten, si tu fais les deux, mais ce qu'il faut faire, c'est que dans le sans gluten, mettons, c'est des sarraux bleus, puis avec gluten, c'est du sarrau blanc. Il ne faut jamais que tu vois les deux ensemble. Il ne faut jamais. Si tu sors de l'usine de sans gluten, tu rentres dans l'autre porte, tu ouvres la porte, il faut que tu changes ton sarrau avant. Et la même chose, il y a plein de procédures comme ça à prévoir pour avoir le permis. Ce que je dis à mes clients, d'ailleurs, il y en a qui me demandent, je pense que je vais l'avoir, vous allez tout le temps pouvoir avoir votre permis de vente en gros. La seule chose que le gouvernement va faire, le MAPAC, il va dire ça ne marche pas, ça, il faut que tu le changes, ça, il faut que tu le changes, ça ne fonctionne pas. Il faut que tu fasses des améliorations jusqu'à temps que tout est conforme puis que tu peux avoir ton permis. Parce que moi, j'ai un client qui a demandé du financement, puis le financement m'a appelé, il va dire, OK, vas-tu l'avoir son permis? Parce que c'est beaucoup d'argent, il y a cet équipement. Oui, il va l'avoir. Dans le sens que, oui, il va peut-être avoir des modifications mineures à faire, mais compte tenu des connaissances qu'on a, moi et Nadine là-dessus, on sait que quand on présente un schéma, c'est à 95-99% selon les normes.
Il restait un élément, Gilles, si tu veux bien, là, pour écourter, parce que le temps est vraiment important. C'est vraiment justement de ne pas sous-estimer le temps qui est requis pour faire les démarches. On a tous hâte de commencer nos activités, on a hâte de débuter les travaux de construction, d'aménagement, on veut vraiment passer à l'action, mais l'ouverture des comptes fournisseurs, le temps de recevoir l'aide financière, l'approbation justement des permis, tout ça, ça prend du temps, puis c'est des délais qui peuvent grandement affecter la réalisation du projet. Donc, il faut toujours garder aussi une marge de manœuvre au niveau du temps, parce qu'on se fait souvent demander, bon, mais moi, j'ai un projet, d'ici 4 mois, j'aimerais ça que ça soit mis en place, j'ai une nouvelle idée de produit. Ouf, 4 mois, je vous dis d'avance, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment nous demander, par exemple, est-ce que c'est plausible de pouvoir commencer mes opérations dans un tel délai? Moi, je dis toujours aux gens que j'accompagne, ben écoute, où est-ce que tu en es rendu? Est-ce que tu as prévu justement des dépassements de temps, dépassements de coûts? Quelles sont tes ressources? Les choses que tu ne contrôles pas. Il faut vraiment prendre l'importance de ce que ça peut dépasser finalement l'anticipation de la période de réalisation de projet. Voilà. Gilles, avais-tu quelque chose à ajouter? Sinon, on passe au prochain vrai ou faux. Ben, c'est juste que, tu sais, ça revient un peu comme dans l'usine que je parlais, on peut travailler sur des planches en bois si c'est la façon la plus facile. Par contre, ça demande plus de temps de nettoyage et d'entretien, etc. Fait que c'est beaucoup mieux sur une table d'inox. C'est surtout l'inox qui est recommandé. Et aussi le marbre. Travailler sur du marbre, c'est pas de problème. OK, je te remercie. On passe au prochain vrai ou faux pour nos participants. Un permis du MAPAC est accordé pour une durée illimitée. Vrai ou faux? J'inviterai Stéphane à répondre. Alors, on peut dire que c'est vrai. Alors, tant qu'il n'y a pas de changement touchant là, la nature des produits qui sont fabriqués, la nature des ingrédients, des opérations, il n'y a pas de changement au niveau de production, des réseaux de distribution, le permis va être renouvelable à chaque année. Alors, si on reprend un exemple d'entreprise qui fabrique des muffins, qui vend cette fois-ci, disons, là, sur une plateforme de vente web. Alors, ici, on est en train de faire de la vente directe aux consommateurs. Alors, dans ce cas-ci, le MAPAC demande là, un permis de vente au détail. Alors, si l'entreprise débute par la suite là, de la vente en marché public, par exemple, qui est toujours de la vente directement aux consommateurs, ben, le permis va simplement continuer de s'appliquer. Donc, tu as dit, Stéphane, que le permis est renouvelable chaque année et puis doit aussi être payé à chaque année. Effectivement. Qu'est-ce que c'est le processus, par exemple, pour demander le permis? Alors, c'est simplement la responsabilité de l'entreprise de s'assurer de faire une demande de renouvellement de permis là, avant la date de fin du permis, en payant les frais, tout simplement. Alors, s'il n'y a pas de modification, normalement, vous pouvez faire le paiement directement sur le site Internet du MAPAC avec une carte de crédit. Certaines modifications peuvent se faire via le site Internet, alors que d'autres qui vont être plus significatives, là, comme un changement d'adresse, par exemple, ben, il va falloir utiliser la poste. Ah oui. Ben, juste une petite question rapidement. Quand tu dis avant, mettons, le 30 avril, est-ce que je peux faire ma demande le 29 avril ou je suis mieux de commencer au mois de février? Oui, bonne question. On est mieux de se prendre d'avance. Hein? Moi, je vous dirais quelques semaines. OK, parfait. C'est important de le savoir. Merci. Donc, Stéphane, on est rendu à toi pour conclure sur la section fiche entreprise en démarrage. Donc, je voulais vous montrer rapidement là, la page d'accueil du MAPAC. Donc, sur le bouton Transformation et distribution, vous avez notamment l'information sur la formation obligatoire en hygiène de salubrité. On vous parle de certains soutiens financiers. Et il y a la section démarrage d'entreprise. Alors, on vous a regroupé sous forme de fiches tout ce qu'il faut savoir là, sur le démarrage d'une entreprise en transformation alimentaire. Qu'est-ce que ça signifie opérer une entreprise là, dans le secteur? Alors, là-dessus, on vous donne des suggestions de formation. Vous avez des outils de gestion.
On vous suggère des modèles de plan d'affaires, un module de coût de revient, par exemple, ou comment se présenter à un acheteur, c'est quoi une fiche produit, quel type de matériaux qu'on peut utiliser dans un local de transformation alimentaire. Vous avez à l'intérieur de tout ça des guides, comme un guide de rédaction de commercialisation. Vous avez de l'information sur l'étiquetage, les bonnes pratiques au niveau de l'hygiène, salubrité. Vous avez des références, des organismes, même des personnes. Vous avez plusieurs webinaires qui sont intégrés aussi sur des thèmes comme la commercialisation, comment standardiser une recette, la durée de conservation. Et également, je vous fais remarquer que dans le bandeau latéral, là, à droite, donc sous publication, bulletin, statistiques, vous avez beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, à chaque semaine, en fait, on publie de la veille économique sur le secteur bioalimentaire au Québec. Vous avez des profils sectoriels de l'industrie, des statistiques, de l'information également sur des marchés hors Québec. Alors, je tiens peut-être à me répéter là-dessus, mais chaque projet est unique. Alors, c'est important de discuter avec nous, là, les gens au MAPAC et au réseau Agri-Conseil. Alors, Louisette, je te laisse le mot de la fin. Oui, bien, dans le fond, vous venez d'entendre nos deux experts, Nadine et Gilles, vous donner des conseils concrets. Hein, vous le voyez, ce n'est pas des conseillers théoriques pour faire passer, dans le fond, votre production de la cuisine à un local de transformation ou améliorer celui que vous avez déjà. Donc, comme tous les conseillers du réseau Agri-Conseil, Gilles et Nadine peuvent venir chez vous, un ou l'autre. Là, ils font des projets des fois à deux aussi, mais ils peuvent aussi vous répondre à distance. Ça se fait également pour vous aider dans votre projet. Et je vous rappelle que le réseau Agri-Conseil a des subventions entre 50 et 65 là, qui est comme un rabais sur votre facture pour vous aider à payer les conseillers. Je suis contente que vous ayez été avec nous pratiquement tout au long du webinaire. C'est le premier webinaire qu'on fait en transformation alimentaire à vie. Là, on n'a jamais fait ça, moi et Stéphane, donc c'est une première. Et ce qui fait la différence entre un entrepreneur comme vous qui est curieux, qui s'informe, qui réussit bien, c'est la capacité de s'entourer d'experts comme Nadine et Gilles pour développer vos compétences. Puis aussi appeler Stéphane ou moi quand vous avez différents besoins. Et je peux vous référer, comme je disais tantôt, là, à des conseillers qui peuvent vous aider là, à aller plus loin. Je remercie les participants. Je remercie bien sûr Stéphane, Nadine et Gilles. Je vous rappelle que les services sont disponibles.